Dernier virage dans ce numéro 110 de l'autre journal avec Nicolas Adigli et Jérôme Soussou. Voilà, nous allons aborder le dernier sujet relatif au prix du carburant qui ont connu une augmentation la semaine dernière. Voilà, et cette augmentation-là, bon, les collègues craignent pour un lendemain difficile. Déjà, nous vivons les affres de la misère, les affres de la vie chère. Et cette augmentation-là, elle n'est pas vue d'un mauvais œil. Je ne pense pas que les Togolais craignent. Pour moi, ils ne craignent pas. S'ils craignaient, ils allaient prendre des mesures pour ne pas avoir chaque fois cette peur dans le ventre. Je me dis plutôt que les Togolais se sont résignés. Et ils ont préféré adopter la phrase « abstiens-toi et supporte ». Je pense que c'est ce que les Togolais sont en train de faire. Si les Togolais craignaient vraiment, lorsque le prix a augmenté simultanément, après 2 semaines, 3 semaines après, on a encore augmenté, ils pouvaient d'une manière ou d'une autre réagir. Et quand le peuple ne réagit pas, c'est qu'elle supporte. Et quand elle supporte, c'est qu'elle est d'accord. Donc pour moi, le Togolais est d'accord. Le Togolais est même fier même que le prix du carburant puisse être augmenté. Pour preuve, personne ne dit rien. Vous voyez les stations d'essence qui sont souvent pleines. Ces stations d'essence, la plupart appartiennent à ceux qui sont toujours proches du pouvoir. Ces stations d'essence sont pour les argentés de ce pays qui recoulent, hein, qui se la coule douce avec ceux qui sont proches. Donc, pour moi, sincèrement, moi j'étais révolté. Moi, quand on avait augmenté le prix du carburant 2 fois, je me disais que le lendemain sera vraiment... Dans ma tête, je me disais que les gens vont réagir, mais jusqu'à présent, rien. Et les gens payent toujours le carburant. Donc, moi, je me dis que... Les institutions de consommateurs réagissent. Vous savez, le problème, ce n'est pas une question de réagir. Depuis qu'au Togo, les réactions ont apporté quoi? Les réactions et de communiquer de presse ont apporté quoi? Ça n'a rien apporté. Et les gens sont contents. Les gens payent le carburant chaque jour. Et pour moi, quand on me dit aujourd'hui que les gens ont peur d'un lendemain, ils n'ont pas peur d'un lendemain. Les gens sont plutôt contents. Ils attendent même que ça puisse augmenter. Et comme je l'ai dit, le Togolais est devenu dans cette situation. Abstiens-toi et supporte. Et ils s'abstiennent pour supporter. Mais c'est que c'est dommage. C'est dommage dans la mesure où, quand on catégorise les Togolais, les gens, il y a certains qui ont des bons d'essence, qu'ils donnent à leurs copines, ils en ont assez, ils donnent à leurs copines, qui ne payent jamais de carburant, qui ne payent jamais les factures d'électricité, mais c'est eux qui utilisent plus l'électricité, c'est eux qui utilisent plus le carburant. Et il y a la basse classe qui, chaque fois, doit payer le carburant pour encore enrichir les poches de ceux qui ont des bons d'essence. Et puisque ceux qui payent sont contents de payer et qui pensent qu'ils ne peuvent pas réagir pour qu'on puisse réduire le prix du carburant, je pense qu'à nous aller quoi. Pour moi, sur cette question, je pense que les Togolais sont plutôt fiers. Et je pense qu'ils s'abstiennent et ils supportent. Le reste, on ne sait rien de voir. Sincèrement, parce que si dans ces genres de choses, on voit même, on ne sent rien et que le lendemain, tout le monde se lève bonnement et qu'on aille payer des carburants dans les stations d'essence, on est content. Moi, je me dis, non, le Togolais n'est pas inquiet. Le Togolais est plutôt content de ça. Pour preuve, on a déjà de pénurie du pain. Qu'est-ce que la population dit? Personne ne dit, on est content, c'est bien. Et allez, on s'abstient et on supporte. Ah bon. Oui, non, mais il faut que Nicolas comprenne que ceux qui nous gouvernent ont étudié la psychologie des Togolais. Ils ont étudié sérieusement la psychologie de ceux qui gouvernent et donc ils savent que s'ils augmentent tous azimuts, ils ne vont pas réagir. Et c'est pour ça qu'ils le font. Si véritablement, ils savent que quand ils vont augmenter à l'espace d'un mois et demi, 2 fois le prix du carburant, que le Togolais ne serait pas d'accord, ils ne vont pas le faire. Oui, c'est pour dire que c'est parce qu'ils savent que les Togolais sont contents. C'est ce que je dis. Tu me rejoins. Ils ont scrupuleusement étudié la psychologie des Togolais et ils en sont fiers. Et comme les Togolais veulent que ça reste tel, alors on est dedans. Et ce qui moi m'énerve, c'est que ils font de l'hypocrisie dans leur cœur. Ils insultent les gouvernants. Ils ne sont pas d'accord dans leur cœur. Hein. Dans leur cœur, enfin, peut-être sous leur lit, hein, dans leur chambre. Ils ne sont pas d'accord. Ils sont furieux. Mais quand ils sortent devant leur maison là,
ils sont contents, ils vont tranquillement payer ce que... Ils vont tranquillement faire ce que les gouvernants ont décidé. C'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Tout à l'heure, il a parlé de l'ATC. L'ATC dispose de quels moyens? Pour faire quoi? Ceux qui, à un moment donné, ont sali les tapis des salles dentaires des ministres. Ils ont sali, parce que cela veut dire qu'ils sont réguliers dans les bureaux des ministres, leur demandant de les aider. Vous voulez lutter contre les gens là, parce qu'ils font plus ou moins, ou entre griffes, du mal à ce que vous défendez. En même temps, vous êtes devant demander qu'il... comment ça peut... L'ATC, moi je ne l'accuse pas, parce que je connais beaucoup parmi eux qui, quand on les voit en même temps, c'est qu'ils n'ont pas les moyens de leur politique. C'est vrai, ce qu'ils font, c'est une bonne chose, mais par quel moyen ils peuvent quand même arriver à leur objectif? Ailleurs, les défenseurs des consommateurs là, mais ils imposent des choses aux gouvernants. Ils imposent et les gouvernants sont obligés de respecter au risque que la population descende dans la rue pour manifester, machin. Et c'est pour ça que, et lorsque on va décider, lorsque le gouvernement va décider d'augmenter ou de faire ceci, il discute avec la TC, il discute avec les organisations, etc., etc. Mais vous vous rappelez que avant même qu'on augmente, le prix du carburant, il y a un confrère de Closson qui a sorti, le jour-là j'avais l'information, moi aussi, on avait vu, on nous a fait donner toutes les informations selon lesquelles d'ici au lendemain, il y aura augmentation. Mais un ministre ils sortaient de la réunion. Un ministre avait démenti. Moi, ça ne me dit rien, parce que je sais que c'est comme ça qu'on gouverne le pays, on le gouverne sur mensonge, on le bâtit sur mensonge. Moi, ça ne me dit rien. Maintenant, les organisations qui quand même vont dire non, on n'est pas d'accord, ce sont les responsables. Les premiers responsables de ces organisations, c'est-à-dire je vais parler des conducteurs, qui sensibilisent leur père d'accepter l'augmentation que le gouvernement va faire très prochainement. D'accepter ça. Que le gouvernement est obligé de le faire. Et que les 10 milliards de subventions que le gouvernement a déposées pour le carburant est épuisé. Donc le gouvernement est dans l'obligation d'augmenter. Et que personne ne manifeste, que chacun accepte de payer le carburant. Et ce sont les premiers responsables des organisations des conducteurs qui sensibilisent leur père comme ça. Et vous voulez qu'on aille où? On n'ira nulle part. Pas du tout. On a augmenté. Et puis, l'État dit qu'il a subventionné. Je demande toujours, comment est-ce qu'on a subventionné? Qu'on nous démontre ça. Qu'on nous démontre véritablement qu'on a subventionné avant que... on va les comprendre. S'ils arrivent à nous convaincre à travers une démonstration, on va les applaudir. Dans le communiqué du gouvernement. Non, mais on démontre à travers le communiqué du gouvernement. C'est bizarre. Mais ce n'est pas possible d'ailleurs. On dit, c'est le même gouvernement qui nous a dit qu'il fait des stocks trimestriellement. On a fait stock 3 mois, c'est ça fini, on fait encore, et puis ainsi de suite. On a fait stock, ça n'a pas fini. Ou le stock n'a pas fini. Maintenant on dit qu'on subventionne le stock qui va venir. Alors que le stock précédent n'est pas encore fini, n'est pas encore épuisé. Comment est-ce qu'on peut... C'est incroyable. C'est de la même manière qu'on dit qu'on a subventionné l'engrais. L'année passée, la saison passée, la saison agricole passée, on a vendu l'engrais à 12 500 francs au Togo. Et cette saison, on le vend à 18 000 francs. Et l'État, sans démontrer véritablement qu'on a subventionné, l'État dit qu'il a subventionné. Et puis on est fiers. Et ce qui se pose, le problème qui se pose d'ailleurs aujourd'hui sur le terrain, l'engrais n'existe même pas. Oui. L'engrais n'existe même pas. Et pour l'avoir, vous parcourez le pays, et pour l'avoir, vous serez obligé de présenter
une carte d'identité, une carte d'électeur. Entre-temps, on a appris qu'il faut aussi déposer la carte vaccinale. Par après, on a fouillé, et puis on a dit que la carte vaccinale, là, on ne l'a pas demandé. Mais avant là, les paysans ont dit qu'ils ont imposé la carte vaccinale. C'est par après que bon, on a dit que la carte vaccinale n'est pas maintenant, on dit, avant voilà, celui qui doit bénéficier après avoir présenté la carte d'identité et puis la carte d'électeur, doit avoir juste un sac. Quelqu'un qui cultive 10, 15, 30 hectares, avec un sac d'engrais, il va faire quoi? Aujourd'hui, bon, on est revenu pour dire que, bon, à défaut, il faut deux sacs. C'est ce qui se suit actuellement sur le terrain. C'est ça là, c'est actuellement sur le terrain. S'il faut avoir de l'engrais, quel que soit l'hectare que vous cultivez, c'est 2 sacs. Pas plus que ça. Et les concessions données aux agents qui... c'est compliqué. On va la famine. Hein. Mais c'est la famine qui... est-ce qu'elle top? La famille est déjà dans nos salons. Elle vit tranquillement avec nous. Là-bas. C'est de la même manière que le blé. Le blé aujourd'hui n'existe pas. Le blé n'existe pas. Hier, on nous avait dit, les fabricants de pain disaient que c'est à 19 500 ou pratiquement 20 000 qu'on leur vendait le sac de 50 kilos. L'État a plafonné. Malgré le fait que l'État a plafonné, c'est justement lorsque l'État a plafonné que le prix de 50 kilos du blé, de la farine du blé, est allé à 30 000 francs. C'est ce que les fabricants de pain disent. Et depuis un moment, c'est épuisé. On ne trouve pas, malgré tout. Et il y a j'ai dit, je le dis toujours, il y a un réseau dans tout ça là, hein, comme que ça soit au niveau de l'engrais, de l'essence, de la farine de blé, etc. Il y a un réseau qui est stocké, qui a du stock, et qui, lui seul qui détient le monopole, et qui peut le revendre à qui il veut. Le réseau. Et on ne dit rien. Maintenant, les petits pauvres fabricants de pain, juste le sac de 50 kilos, ils n'en trouvent pas. Nos mamans qui font, comment appelle-t-on, achomon, et trucs là, botokwe, etc. C'est-à-dire, moi je connais une femme, c'est ça, c'est avec ça, depuis qu'elle nourrit ses enfants. Depuis déjà plus d'une semaine, la femme ne parle plus. Elle ne fait plus. Je me pose la question de ça. Comment elle arrive à nourrir ses enfants tous les jours, jusqu'à ce jour? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé sur le marché? Vous arrivez, vous n'allez pas trouver la baguette de pain. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience. Moi, j'allais chercher ce matin pour mes enfants. Il n'y en a pas. Ouais. Et l'information, c'est quoi? Ceux qui ont, du moins, ceux qui ont eu la chance, du moins, pour avoir 2 ou 3 sacs de 50 kilos de farine de blé et qui pouvaient quand même faire du pain, disent qu'ils ne vont pas le faire. Ils vont accompagner leurs camarades qui n'en ont pas, qui cherchent, qui n'en trouvent pas. Exactement. Et ceci-là, c'est à partir d'aujourd'hui jusqu'à mercredi. Vous savez, ça va être 3 jours. Ils vont faire ça 3 jours. Il n'y aura pas du pain au Togo pendant 3 jours. Ah, ce sont eux-mêmes qui font petit déjeuner. Hein. Moi, je me réveille le matin là. C'est la pâte diète. La pâte d'hier là. La pâte d'hier. Ou à Imolo, quand que je mange, je suis tranquille, je prends plus à ta 2 sachets bien frais. Et puis, 50 francs. Je suis tranquille. Ce sont eux-mêmes qui prennent petit déjeuner avec du bon pain. Tant mieux. Merci beaucoup, Jérôme. Oui, dans tout ça, Nicolas, on nous dit que le prix du baril a augmenté à l'international. C'est pourquoi on a augmenté, bien sûr, on va augmenter, les cas sont augmentés à l'international. Mais on ne descend jamais. On augmente ici. Mais ailleurs, déjà, font des accompagnements, déjà accompagnent. Par exemple, avant de venir sur ce plateau, j'ai eu dit au Sénégal, ou quelque part dans notre pays, on a augmenté le SMIC de 12%. Ailleurs, dans un autre pays, on a augmenté le SMIC de 50%. Mais pourquoi ici,
Et Macky Sall va bientôt aussi le faire, Oui. et exceptionnellement. Mais vous savez, le cas du Togo, comme je le dis, c'est un pays atypique. Et tenez-vous bien, on augmente le prix du carburant dans l'espace d'un mois et demi, 2 fois de suite. Quand vous allez interroger les syndicats des conducteurs de routiers, ils sont au nombre de 6. Tout diront 9 syndicats. Aucun n'a levé le petit doigt. C'est pour dire quoi? Lorsqu'on politise ces syndicats, lorsqu'on leur fait truffer, ce ne sont pas les réelles personnes qui sont à leur place. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ils ne peuvent rien dire. Par exemple, hier, je rentrais à Almer et on passe quelque part et le chauffeur s'arrête. Il donne 200. Je dis, 200 là, c'est quoi? Que c'est pour les syndicats. Je dis, est-ce que les syndicats vous ont une fois fait de compte? Il dit, où? Et pourquoi vous donnez? Il dit, c'est eux qui décident. Je dis, voilà. Vous êtes même, c'est vous qui encouragez même cet état de fait. Donc moi je dis que ce sont même les conducteurs là qui ont encouragé cet état de fait. Pour preuve, Jérôme l'a dit, ils sont allés sensibiliser leur père. Pourquoi? Pour qu'ils acceptent. Vous comprenez? Donc pour moi aujourd'hui, augmenter le prix du carburant et qu'il n'y ait pas de réaction, ou bien il n'y ait pas une certaine chose pour qu'on puisse faire une certaine pression pour réduire le prix du carburant, c'est dans le même sens que les prix des denrées de première nécessité qui s'augmentent chaque fois et que personne ne dit rien. Hein? Vous parlez de pain aujourd'hui. Combien de séminaires nous avons vus ici au Togo où on a parlé du blé de manioc, du blé du mil, du blé du maïs et du mil et autres pour faire du pain. Mais tenez-vous bien, les Togolais n'en voudront pas parce qu'on a fait ça à base du manioc et qu'on veut le blé de farine et le pain du blé de farine. On n'en veut pas. Aujourd'hui, seulement l'Ukraine et la Russie qui sont en guerre, qui sont des producteurs mondiaux, ils représentent une bonne partie du taux de production du blé dans le monde, que déjà nous, on souffre du blé. Or, on nous dit chaque fois que le blé là vient de la France. Vous convenez avec moi quand même, cette France même n'est pas indépendante vis-à-vis du blé de l'Ukraine. De la Russie. C'est eux qui amènent parce qu'ils ont le pays là-bas, ne peuvent plus l'amener dans société de grands moulins. Je pense qu'ils iront en congé technique, je ne sais pas encore. Vous conviendrez avec moi. Or, si nous avons des États et s'il y avait des gens qui ont une vision positive pour ce pays, qui ont une volonté politique vision politique pour ce pays, ils devaient encourager quoi? L'entrepreneuriat local, c'est-à-dire la farine de manioc qu'on prend pour faire du pain, la farine de mil qu'on prend pour faire du pain, encourager ça. Vous allez voir ça seulement dans les séminaires où on met ça dans des bocaux, là on dit c'est la farine du manioc, ah c'est bien, et puis c'est fini, on s'arrête là. Aujourd'hui, voilà le fait de faire. Si on avait encouragé, si on avait promu, si on avait financé, si on avait subventionné la production de la farine du maïs, la farine du manioc, la production de la farine du mil, pour faire du pain, et qu'on avait subventionné ça, aujourd'hui nous aurons des stocks de farine de manioc pour faire du pain, et on aura du bon pain au Togo. Aujourd'hui, tout le monde se focalise sur la farine du blé pour faire du pain. Voilà qu'il y a pénurie. Qu'est-ce qu'on va faire? Nothing. Et on en souffre. C'est ça le problème en fait. C'est pourquoi moi je dis que les gens qui prétendent gouverner ce pays n'ont pas une volonté politique pour ce pays. Les gens qui prétendent gouverner ce pays pensent plutôt enrichir leur poche. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Parce que nous sommes dans un pays où il faut quand même une bonne politique économique. Et une bonne politique économique, c'est pour aider la population. Vous convenez avec moi qu'il y a eu des séminaires au Togo où moi j'ai vu pas un seul, pas deux, où on dit que à travers le manioc, la farine du manioc, on fait du pain. Moi j'en ai goûté. À travers la farine du mil, on essaie de faire du pain. Mais pourquoi on ne peut pas encourager ça? Pourquoi on ne peut pas subventionner ça? Pourquoi on ne peut pas financer ça? On préfère le SG quoi, et MT ou bien quelque chose comme ça. Et GMT. Au Togo. Et voilà aujourd'hui. Et on ne dit rien. Donc quand on ne dit rien, tu disais tout de suite que pour trouver du pain ce matin pour le prix, tu n'en as pas trouvé. Anyway, ce n'est pas le problème. Peut-être, puisque souvent, c'est un problème de tuyaux, des réseaux. Et ils ont des réseaux qui les amènent, qui leur fournissent du pain chaque fois. Même si c'est la baguette est à 1000 francs, ils ont l'argent pour payer. C'est le pauvre qui va toujours souffrir de ça. Moi, je pense aujourd'hui que est-ce qu'on peut remodeler ces syndicats qui sont déjà truffés? Je n'en pense pas. Je pense que la voix est au peuple. C'est ce que moi je peux dire. Oui, merci beaucoup. Oui, mais je disais en tant que lorsque le gouvernement disait qu'il a plafonné les prix des produits sur le marché,
j'en ai ri. Et je me suis dit que c'est une autre situation que le gouvernement est en train d'instaurer entre les acheteurs et les vendeurs. La preuve est que aujourd'hui, comme je le disais, dans mon quartier, le maïs est toujours à 800 francs. Alors que l'État disait que le maïs devait être vendu à 650 francs. Parce que pour lui, on le vendait à 700 francs. Maintenant, la dernière fois, quelqu'un allait pour s'acheter du maïs, il dit, mais l'État a dit, c'est à 600 francs, ok. Chez moi, il n'y a pas de souci. Il y a le conteneur de maïs de l'État, juste à côté de la voiture. Je me suis dit, s'il faut rire, il faut passer. Je les ai dépassés parce que je sais que ça peut créer un souci entre les deux. Et la dame là, elle était obligée de déposer le bol, on a mis dedans. Parce que ces enfants vont revenir bientôt de l'école, le temps d'aller au moulin pour faire la farine, revenir, mettre le feu, ça va prendre du temps. Mais le temps, au lieu de discuter, mais il ajoute, parce que en fait le maïs appartient à celui-là qui le vend. Le maïs n'appartient pas à l'État. C'est pour ça que j'ai toujours dit à l'État qu'il y a des terres, cultivables, beaucoup de terrains cultivables. Assez. Mais que l'État exploite ces terrains-là. Non, il y a toujours de surplus céréaliers au Togo. Non, il n'y en a pas. C'est du mensonge. Non, ce n'est pas du mensonge. C'est que ces produits sont vendus, exportés dans d'autres pays, le Gabon et autres. Aujourd'hui, il faut faire un audit de l'ensemble pour comprendre vraiment ce qui se passe. Parce que chaque fois dans les propos, il y a toujours de surplus céréaliers au Togo. Le reste, le surplus là-bas où lorsqu'on a pénurie et qu'on ne met pas ça sur le marché. Le problème, c'est qu'il y a un réseau de démarcheurs pour exporter ces produits vers les autres pays et la population togolaise en pâtisse après. Voilà. Dans tous les cas, aujourd'hui, vous arrivez dans les fermes, il y a des gens qui s'approprient 20 hectares, qui clôturent. Tenez-vous bien, et qui clôturent, qui mettent des bœufs dedans. Ça s'arrête. Tu vas à TV, tu vas voir comment les gens se sont mais c'est juste un exemple. On met des bœufs dedans, on met des moutons dedans, et puis bon, et ça s'arrête là, quoi. Et aujourd'hui, on parle de la révolution de l'agriculture, on continue de cultiver avec le tabac. On nous a fait venir des tracteurs qui sont devenus qui dorment dans la forêt du Serpère. Vous arrivez là-bas, les tracteurs là ont poussé des herbes. Les fers là ont poussé des herbes. Moi, mais j'ai vu les métropoles. Je crois que ça, les machines là sont encore là-bas. Il faut aller vérifier. Et donc, avec la vallée de Loti, Mono, etc., on peut faire la riziculture. On peut faire beaucoup de choses. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, je ne pense pas qu'on va encore attendre la météo pour faire l'agriculture. On peut faire l'irrigation à tout moment. Et je me dis que au Togo, on a souvent pénurie d'oignons. C'est le Burkina qui nous fournit, le Niger qui nous en fournit. Et je dis que ces pays-là sont des pays sahéliens. Comment est-ce qu'eux arrivent et que chaque saison, le samboulé là n'en manque pas? Pourquoi est-ce que nous là, qui sommes entre plusieurs lacs, etc., pourquoi est-ce qu'on ne peut pas quand même faire l'irrigation pour faciliter l'agriculture? On attend encore la météo. C'est bizarre. C'est bizarre. Maintenant, l'État vient dire qu'il a plafonné. Au moment même où il a plafonné, c'est à ce moment-là que les prix augmentent. J'ai dit, la dernière fois, quelqu'un dit, mais l'État fait des efforts, hein? On a supprimé, comment peut-on, les tickets. Je lui ai posé la question de savoir, est-ce que ce moment va au marché? Il dit non. J'ai dit, est-ce que sa soeur ou l'une de ses enfants ou soeurs vendent au marché? Il dit non. Je lui ai dit, si toi, là, ta famille, il n'y a personne qui vend au marché, le ticket de 200 francs la profite à qui? À combien de personnes? Et ça va avoir quel impact? Sur quoi? Sur qui? Mais j'ai dit, ce que l'État doit faire,
et que ça doit avoir l'impact sur toute la population, c'est de supprimer, à la rigueur, c'est de réduire exponentiellement le péage, le prix du péage. C'est de réduire catégoriquement le prix de l'essence. Parce que la bonne dame qui va à 5 ans, c'est pour s'acheter quelques sacs de maïs, va payer forcément les taxes là. C'est-à-dire que quand le chauffeur perd le péage, forcément, c'est la dame qui perd. Et vous, si vous prenez la route Lomé d'Apango aujourd'hui, vous allez payer 5 fois le péage. Je donne juste un petit exemple. Les gros camions là, qui paient 5 ou 7 000 par passage de péage. C'est-à-dire que quand il fait l'aller seulement, ça fait 5 ou 7 000 fois 5. Ça fait 25 000, ça fait 35 000 pour l'aller seul. Le retour, c'est la même chose. Ça fait pratiquement 60 quelques mille pour un passage aller-retour. Maintenant, où est-ce que le chauffeur là va trouver l'argent pour faire le compte? Automatiquement, à part le prix de l'essence, automatiquement, il va ajouter ça sur la marchandise de la bonne dame. La bonne dame vient, elle ne va pas vouloir perdre. Elle va ajouter ça. Et qui est victime? C'est nous. Maintenant, on dit qu'on coupe, on supprime pour 3 mois, 200 francs, 300 francs. Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi? Est-ce que c'est cette manière-là qu'on peut gouverner un pays? C'est quand on n'a pas la vision, on n'a pas une véritable vision, c'est quand on n'a pas l'ambition, l'ambition de développer le pays. Moi, je dis que il faut apprendre à voler positivement. Il faut voler talent. Il faut voler Macky Sall. C'est simple. Aujourd'hui, quand on prend, ce sont eux qui ont des portables haut de gamme. Mais quand ils prennent le portable là, je crois qu'ils vont savoir tout ce qui se passe. Et là où ils peuvent trouver un moyen pour quand même, puisque ceux qui le font n'ont pas de tête. Ils n'ont pas le sang rouge et le sang noir. C'est le sang rouge qui circule. Je crois que c'est le même nombre de veines que chacun a dans son organisme. Et donc, pourquoi est-ce que des gens vont le faire et nous ne pouvons pas le faire? Mais pour impacter positivement la population, c'est des mesures qu'on doit prendre ça. Ce n'est pas aller dire on a supprimé la dette des enseignants pour un mois là, ils vont payer ça après. Ce n'est pas pour dire qu'on a coupé 200 francs, 300 francs de tickets. Je ne comprends pas. Est-ce qu'on a l'ambition de gouverner un pays? Il faut surtout penser à relever le SMIC. Le SMIC. Mais depuis là, les fonctionnaires, ils sont même combien? À peine une soixantaine mille d'enseignants, de fonctionnaires, voilà. À peine 60 000, c'est quand quelques mille fonctionnaires togolais. Ils ne sont même pas nombreux. On n'arrive même pas à le payer suffisamment. Vous allez au Gabon, les fonctionnaires, ils sont bien payés. Ils sont très bien payés. Et aussi, aujourd'hui, ici, depuis plusieurs années, on n'a pas augmenté les salaires de 0,5 francs. On n'a pas fait ça. On n'a pas fait ça. Talent sait que la vie est difficile. Il a payé les centrales syndicales. Il a discuté avec eux. À la sortie, on a augmenté le SMIC aujourd'hui à 52 000 francs chez eux. Mais aujourd'hui, ici, là, pourquoi on ne veut pas le faire? 35 000 francs avec la situation qui prévaut sur le terrain aujourd'hui. 35 000 francs. Mais je pense que d'ici quelques mois, vous allez voir les propriétaires de maisons vont mettre des gens dehors. Ah oui, bien sûr, ils vont mettre des gens dehors. Parce que le fonctionnaire qui n'arrive plus à payer le loyer, celui qui n'arrive plus à payer le loyer, le propriétaire ne va pas mourir de faim non plus. Mais il va vouloir mettre ceux-là qui ne payent pas dehors pour quand même avoir la chaîne de... C'est ça quoi. Je suis dedans, hein. Ah oui. Je suis dedans. Merci beaucoup Jérôme. Oui, pour quelques secondes, nous allons parler de la sûreté, oui. Voilà, la sûreté qui met aussi son drapeau dedans parce que quand nous voyons, j'ai une facture ici, une facture de la sûreté qui est avec moi ici. Et désormais, on paiera deux fois le
le prix de l'électricité. Parce que dans le mois, parce que la durée de consommation, on le facture maintenant une quinzaine de jours. Par exemple, cette facture que moi j'ai devant moi, ça fait 13 jours, qui est arrivé aujourd'hui le 16 mai au propriétaire. Voilà, on paye 2 fois la facture dans le mois, alors que c'est à la fin du mois que le fonctionnaire ou bien le travailleur obtient son salaire. Ça va être difficile. Hein. Vous savez, quand on dit que quand les gens sont dans ce pays, ou ceux qui prétendent, ou ceux qui ont la même mise sur ce pays, pensent plutôt toujours presser la population comme on presse de l'orange. Les gens pensent que on n'a rien à faire et que c'est parce qu'on est aigri, on ne trouve pas à manger, c'est pourquoi on dit ça. Et supposons que la société donne un exemple, une explication valable à cet état de fait. Supposons que la société donne une expression valable pour dire que c'est parce qu'il y a eu ça, c'est pourquoi nous avons pensé à 13 jours pour payer. Mais quelle approche stratégique ils ont fait vis-à-vis de la population avant de commencer à émettre les factures de 13 jours, de 2 semaines? Quelle approche? Ça n'a pas été fait à ma connaissance. Je pense que c'est là où je me dis que on ne se soucie même pas de la population. On se soucie plutôt de ce qu'on va retirer de la population. Et on ne se soucie pas de comment cette population saigne pour gagner quelque chose et survivre. Nous, on pense plutôt à ce qu'on peut chaque fois soutirer, à ce comment on peut presser financièrement cette population. Sinon, on ne va pas se lever un jour et émettre une facture de 13 jours et sans rien dire. Et on met même un délai à payer avant une date. À payer avant le 9 mai 2022. À payer avant le 9. Bon, est-ce que la facture a un problème? Si ça, la facture a un problème, je pense que et la société doit avoir des petites explications là-dessus. Mais émettre une facture de 13 jours et sans que la population ne soit informée, je pense que ça fait tiquer. Ou je sais pas. Mais si ici vraiment ce sera comme ça dorénavant, je pense que la population va encore saigner et ce sera encore très grave. Malheureusement. Oui, mais je suis en train de découvrir ça. Puisque je ne l'ai pas encore constaté chez moi à la maison ni au bureau, je suis en train de découvrir. Et je ne sais pas sur quel argument la société est en train de tabler pour émettre la facture pour une durée à payer dans les délais de 13 jours. Si c'est comme ça, c'est un peu dommage. Surtout que la facture elle-même accuse beaucoup de retard. Actuellement, la facture accuse beaucoup de retard avant qu'on ne nous les délivre. Maintenant, si la facture accuse beaucoup de retard, parfois même pratiquement la facture du mois passé fait pratiquement 2 mois avant d'arriver, et aujourd'hui on nous présente ça. Je crois que la CT pourrait quand même couper du courant aux gens de façon désordonnée, parce que des gens ne connaissent pas, peut-être pas encore cette façon ou cette nouvelle mesure. Des gens ne la connaissent pas encore. Et puis encore, la facture qui vient tardivement, et lorsque la facture va arriver, le délai qu'on aura déjà mis sur le délai de règlement, qu'on va expirer. Et le gars peut-être va attendre que la semaine prochaine ou vers la fin du mois, lorsqu'il va apercevoir son salaire, il va aller payer. Par exemple, dans le cas d'espèce, sur la facture, on a mis la facture est traitée le 2 mai 2022. On a mis à payer avant le 9 mai 2022. Mais elle a été livrée le 16 mai. C'est ce que je suis en train de dire. Voilà, ça confirme réellement ce que je suis en train de... Maintenant, on a dit que la facture devait être réglée le 9 mai. Mais la facture vient aujourd'hui le 16. L'agent de la CT, lui, prend, je ne sais pas si c'est avec ce ciseau qui coupe, je ne sais pas quoi. Il vient, il saute la fusible dedans. Il a coupé. Alors que le propriétaire vient d'avoir la facture. Vous voyez, c'est des anomalies. Ce sont des anomalies qu'on doit corriger. Et la CT devait en tout cas expliquer ça à la population. Et tout ce qu'on sait faire aujourd'hui, c'est
le délestage à outrance. Je ne sais pas si vous avez constaté. C'est le délestage aujourd'hui à outrance. On ne sait pas ce qui se passe. Et on ne dit rien à personne. On n'explique pas pourquoi cela est récurrent, pourquoi cela est devenu régulier. Aujourd'hui, ni le ministre en charge ne dit rien, ni les députés de l'Assemblée nationale ne disent rien. Et puis, la population et les moutons, elle doit subir. Point trait. Merci beaucoup, monsieur. Voilà, le débat, elle était très passionné ici. Merci, nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. Oui, Nicolas, un mot. Non, c'est un plaisir d'être là et je remercie tous ceux qui nous suivent. Bien vivement qu'ils continuent de nous suivre et surtout nous soutenir, c'est important. C'est très important. Voilà, ça j'aime ça. Bien. Oui, mais ceux qui ont en charge l'administration publique, ceux qui ont en charge de quelque chose que le contribuable togolais paie, qu'ils acceptent les critiques. À défaut, qu'ils démissionnent de ce qu'ils font, de leurs responsabilités, ils auront le cœur net, ils auront la tranquillité dans leur maison. Mais s'ils veulent quand même être dans la chose publique et refusent les critiques, mais je pense qu'ils se trompent. Ils se trompent, on va les critiquer. Si c'est bon, on le dira. Si c'est pas bon, on le dira également. Ça veut dire que c'est avec l'argent du contribuable qu'on les a mis là-bas. Et donc, on les a mis, ce n'est pas pour devenir Satan numéro 5 pour nous, mais plutôt c'est devenir ange numéro 10. Ange 10 pour nous. Cela veut dire qu'en réalité, ils sont là, c'est pour notre bien. Ils ne sont pas là pour eux, pour leur bien, pour le bien de leur famille, pour leur poche, mais ils sont là pour les Togolais. Et donc, qu'ils acceptent les critiques, je crois qu'ils vont s'améliorer. Mais s'ils refusent les critiques, je pense qu'il serait mieux qu'ils démissionnent de leur poste de responsabilité publique, qui donnent tranquillement chez eux. C'est mieux. Voilà, et je suis vraiment ravi de partager le plateau avec Toby Nicolas. Merci en tout cas, merci à vous deux. Je rappelle que Nicolas Digui, il est le patron de Aspa News, agence de service de presse Afrique Monde. Voilà, merci beaucoup, merci d'être passé. Et Jérôme Sossou, il est le patron du journal Triangle des enjeux, Triangle dangereux, comme le disons dans la corporation. Vraiment. Merci également au technicien, chef technicien Marc Azangban, à Harry Bassako qui est son assistant. Merci à nos 13 stagiaires qui nous ont aidés à réaliser cette émission. Je parle de John Cedro, de Félicité Dogbe, de Ebenezer Messin, de Adodo Martine, de Ambroise Semanou, de Jean-Claude Lawson Body. Merci à vous tous. Merci à vous aussi qui nous avez suivis, qui nous soutenez. À la prochaine.